Dupré, autour du thème « Ce qu'une démocratie ferait de la finance ». Alors, bonjour à tous. Je suis un expert en finance et dans le cadre de ce qu'on vient de dire, je me mets au service des citoyens. Donc je suis à votre service. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces deux mots un peu qui paraissent paradoxaux, démocratie, finance, hein, est-ce que c'est un mariage de la carpe et du lapin, on ne sait pas trop. La réalité, c'est qu'actuellement, vous voyez qu'on peut faire tout ce qu'on peut sur le plan écologique, on peut essayer de mettre la responsabilité sociale dans les entreprises, faire tout ce qu'on peut sur la démocratie participative. Si la finance explose, comme en Grèce avec ses conséquences, tout le reste sera balayé. Donc ça veut dire que tous ceux qui s'intéressent à autre chose que la finance ont intérêt à mettre le nez dans la finance et à dire ce qu'ils veulent. Alors, voyons si c'est possible. Donc, les citoyens, ils ne se soucient pas assez de la finance aujourd'hui. Pourtant, c'est le cœur nucléaire de l'économie. Et donc, les financiers en profitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne contrôlez rien, ben, laissez faire, vous allez voir, on va vous arranger ça aux petits oignons. Ce qui se passe de façon concrète, c'est que les financiers qui en profitent continuent à en profiter, et les financiers qui veulent mettre la finance au service du bien commun sont toujours au placard. Alors pour vous donner deux petits exemples, on a lancé l'appel international pour changer l'enseignement de la finance et de la gestion. Si vous regardez sur le site internet, très peu d'enseignants en finance en France ont signé cet appel. Vous pouvez regarder les grandes revues financières dans lesquelles on doit signer pour paraître des experts respectables. Et bien dans ces revues-là, vous allez trouver que c'est bourré de mathématiques et qu'il n'y a rien sur les questions de la finalité des outils financiers qui sont utilisés. Voilà où on en est. Que peut-on changer? C'est là où apparaît la démocratie. Donc il faut se rappeler les lois athéniennes qu'on n'a pas connues, 5 siècles avant Jésus-Christ. Dans la démocratie, toutes les lois athéniennes commençaient par la même phrase qui disait « Nous nous sommes réunis et nous avons décidé qu'il était bon pour nous deux. » Et après, il y avait la loi. Et à chaque fois, les lois commençaient par ça. Donc, il y a cette question de « nous nous sommes réunis ». C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire pour faire une vraie démocratie. Et avant la démocratie, il y a l'agora. L'agora, c'est ici, où on discute, où on échange, et où les experts sont au service des citoyens. Alors, que se passe-t-il pour décider? Est-ce qu'on peut décider une fois pour toutes sur les outils financiers? La réponse est non. Et là, c'est mon ami Castoriadis, dont je vous cite un petit passage. Il n'y a pas de société bonne, de société juste et libre, une fois pour toutes. Il s'agit d'un processus de création historique où la société a constamment la possibilité de remettre en question ses lois et ses institutions. Et donc, au boulot, c'est l'heure et c'est le moment de remettre en question les institutions financières. Alors, je ne vais pas vous parler de ce dont vous avez entendu pas mal en finance, donc on ne parlera pas des paradis fiscaux, on ne parlera pas des hedge funds, on ne parlera pas des ravages de la déréglementation des marchés faits par Greenspan. Je vais me centrer sur quelques questions financières actuelles en vous indiquant ce qu'on pourrait faire. Alors, prenons le high frequency trading. Alors, qu'est-ce que c'est? Les marchés financiers, c'est des automates programmables qui, dans des millisecondes, achètent, revendent des tas de trucs de tous côtés et qui, en fait, permettent aux banques de réaliser sûrement la plupart de leurs profits. Alors, c'est toujours des profits, c'est des jeux à somme nulle. Donc, c'est des profits au détriment d'autres acteurs qui sont plumés. Et donc, les autres acteurs qui ont besoin des marchés financiers, c'est qui? Ben, c'est les fonds de pension, donc les futurs retraités, c'est l'épargne collective, c'est vous tous, c'est les entreprises. Et donc, comment ça marche? Ben, c'est soit on fait monter sur un marché financier, parce que les marchés financiers sont cloisonnés, on fait monter les cours sur un, on en profite sur un autre. Soit on intoxique le marché, car on peut mettre des ordres et les retirer. Vous pouvez dire j'achète, et puis juste avant, hop, vous retirez l'ordre, vous n'achetez plus. Hein, et donc vous connaissez les positions des autres, puisque vous avez fait semblant d'acheter et de vendre. Et donc vous émettez des faux ordres d'achat-vente. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement basé sur intoxiquer l'adversaire et avoir des stratégies pour gagner de l'argent sur le très court terme. Et donc ça conduit à quoi? Qu'aujourd'hui les titres sont détenus en moyenne aux États-Unis, les actions
Vous allez me dire, bah, les gens, ils achètent une action d'entreprise, ils la gardent 2 ans, 3 ans, 23 minutes. Hein? Ça n'existait pas le high frequency trading en 2006. Ça veut dire il y a 6 ans, c'était 0. Et aujourd'hui, c'est 70% des transactions aux États-Unis. C'est 30% en Europe. Alors, pour vous citer un exemple de ce qui s'est passé, le 6 mai 2010 aux États-Unis, à 14h47 et 54 secondes, soyons précis, l'action d'Accenture, Accenture c'est le plus grand cabinet de conseil américain, est tombée à 1 cent. L'action ne valait plus rien. Et il y a plein d'actions qui valaient 1 cent, c'est qui ne valaient plus rien. Et au même moment, il y a Apple, Hewlett Packard qui sont envolés à 100 000 $. N'importe quoi, strictement n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, au bout de 10 minutes, on a tout annulé, puis on a dit, on annule toutes les transactions. Dans l'histoire du capitalisme, ça ne s'est jamais fait. On a dit, écoutez, on est désolé. Alors, il y avait des gens, honnêtement, ils avaient fait des transactions, on leur dit, ah non, c'est désolé, ça ne se passe pas. Alors, il y a eu un rapport de la SEC sur ce crack éclair, et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que finalement, on n'était même pas capable, sur 10 minutes, de regarder l'ensemble des transactions. Rétrospectivement, ils ont mis plusieurs mois, ils n'ont pas réussi à avoir l'ensemble des transactions. Parce que la plupart des transactions se font dans des dark pools, dark ça veut dire sombre, hein, dans des lieux où on ne sait pas qui a acheté, qui a vendu et combien. On n'a pas d'informations. Alors là, tout le baratin des professeurs de finance sur le marché efficient, etc., et sur dire il y a une vérité des prix, tout s'effondre. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune vérité des prix. Et donc, on énonce une fois pour toutes que les prix sur les marchés peuvent être n'importe quoi. Alors, pourquoi les financiers qui, pendant 30 ans, ont invoqué le mécanisme fétiche du marché efficient, pourquoi ils n'en parlent plus? C'est parce qu'il y a des gigantesques profits pour les mieux informés et pour justement tous ces agents sur le marché qui profitent de leur rapidité. Alors, donc on n'a pas parlé de la théorie, on a oublié, et les banques continuent à ramasser l'argent sur le high frequency trading, et pourtant, c'est principalement des délits d'initiés qui sont condamnables. Et je cite le plus grand flic des marchés. Hein, en octobre 2011, le président de l'autorité des marchés financiers en France, M. Jouillet, qui est quelqu'un de très bien, voilà ce qu'il a dit, textuellement. Alors qu'il nous faut plusieurs mois d'analyse pour démontrer une manipulation de cours faisant appel à des techniques de trading traditionnelles, sur quelques minutes, est-il raisonnable d'imaginer démontrer d'éventuelles manipulations de cours liées à des pratiques de trading à haute fréquence sur des périodes de plusieurs mois sur plusieurs valeurs? Ça veut dire qu'on est incapable de contrôler et de surveiller quoi que ce soit. Deuxième exemple de produits financiers, les ventes à découvert. Alors les ventes à découvert, je vous fais juste un petit historique qui va vous amuser. Ça veut dire que vous avez le droit de vendre des choses que vous ne possédez pas. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle était sur le cul, elle a dit comment c'est possible? C'est merveilleux, quel monde quand même incroyable on a bâti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les ventes à découvert d'actions? C'est vieux comme le monde. En 1609, un certain Isaac Lemaire, qui était actionnaire de la plus grosse compagnie de l'époque, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a vendu plus d'actions qu'il n'en détenait de la compagnie, en promettant de les livrer 1 ou 2 années après. Évidemment, tout est tombé à l'eau, il y a eu une catastrophe. Le deuxième qu'on a profité, c'est George Soros, en 92. Il a vendu à découvert des monnaies pour faire basculer la livre et pour la faire dévaluer. Alors il a ramassé une fortune. Évidemment, tous ces déséquilibres font qu'il y a eu des régulations, et ces régulations, dans l'histoire, elles existent, elles reviennent, elles sont mises à bas. Et si vous regardez, personne n'étudie l'histoire de la réglementation, parce que dans la réglementation passée, on a toujours les remèdes, on a toujours les recettes pour savoir comment faire. Alors Napoléon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il soupçonnait les vendeurs à découvert de saper sa politique, pas compliqué, passible de prison, 1 an de prison pour tout le monde, à suivre. En 1938, donc 9 ans après la crise de 29, la SEC, donc la commission qui surveille les marchés américains, édicte une règle en disant ah ben oui, il ne faudra pas que le prix de vente soit inférieur au cours actuel. Pourquoi? Parce que si vous avez des gens qui vendent des actions qu'ils n'ont pas et qui spéculent à la baisse, ça va pousser les prix à la baisse et ça va pousser les bulles vraiment au bas des prix des actions. Et donc pour empêcher ça, ils avaient édicté une règle. Quand est-ce qu'elle a disparu? Bizarrement en 2007, juste avant la crise. Alors en 2008, on est revenu un peu dessus.
On a dit momentanément, etc. Pour certains actifs, eh ben, on va interdire les ventes à découvert provisoirement. Effectivement. Alors pourquoi ça pose tant de problèmes? C'est parce que les modèles financiers qui permettent d'arbitrer, de gagner de l'argent, notamment pour les hedge funds, sont basés sur les ventes à découvert. Il y aurait très peu de... Les hedge funds ne feraient très peu de profit, très peu de possibilités si les ventes à découvert étaient interdites. Bon, voilà une proposition que je fais pour régler une partie des problèmes, pas tout. C'est de bouter la finance illégitime hors des tribunaux. Alors qu'est-ce que c'est que cette proposition? Je vais essayer de la détailler un peu. Donc on sait qu'il y a des outils à interdire. C'est par exemple la pari sur la faillite des États. Parier sur la faillite de la Grèce alors qu'on n'a pas d'obligation grecque, c'est ce qu'on appelle des CDS à nu, c'est quelque chose de scandaleux. Donc ça, il faut le bannir, l'interdire. Alors ça a été interdit parce que la marine anglaise en 1745 punissait déjà les joueurs lors de l'assurance de navire lorsque l'assuré ne pouvait pas prouver son intérêt sur la cargaison. Ça veut dire si vous vouliez vous assurer sur une cargaison qui n'était pas à vous, vous n'aviez pas le droit. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que les parieurs dans les bas quartiers de Londres, ils pariaient que les cargaisons n'arriveraient pas, et pour gagner leur pari, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient couler les navires. Donc, si les navires sont arrivés au bon port au 18e, 19e, 20e siècle, et qu'il y a une expansion de l'Angleterre, c'est parce qu'ils avaient interdit ces paris. Mais il n'y a pas que le légal et l'illégal. Il y a un autre axe qui est le légitime et l'illégitime. Et donc, il faut pouvoir essayer d'interdire ou de limiter ce qui est légal, mais qui est quand même illégitime. Alors, dans ce qui est illégitime, on pourra citer des choses que je viens d'expliquer. Quand la vitesse permet aux plus rapides de spolier les moins informés, c'est pas très légitime. Quand il n'y a pas de transparence et que ça permet des pratiques hors la loi, c'est pas très légitime. Quand les parieurs dominent les transactions, c'est pas légitime non plus. Et ce qu'on peut voir, c'est que la zone grise a gangréné la finance ces 15-20 dernières années. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le marché des dérivés et les marchés optionnels, donc c'est des marchés qui représentent 600 000 milliards de dollars, alors que la réalité de la valeur des biens physiques sur la planète, si vous prenez l'ensemble des biens immobiliers, plus toutes les mines, plus tout ce qu'on possède sur la planète, c'est 125 000 milliards. Et donc les paris, c'est 600 000 milliards. Donc vous avez 600 000 milliards de paris. Évidemment, c'est des jeux à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parieur, on est deux, et il y en a un qui perd, un qui gagne. Mais c'est des choses qui, quand les paris vont s'échanger, ça déstabilise complètement toutes les institutions financières. Alors on nous dit, on ne peut pas interdire ça parce que ça augmente la liquidité. Alors la liquidité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Sauf qu'on a oublié une seule chose, c'est que la liquidité, on en a besoin que dans un cas, fortement, c'est quand il y a la crise et quand il n'y a plus d'acheteurs. Ah, donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc on veut que le problème, c'est d'avoir des acheteurs quand il y a la crise. Évidemment, ce n'est pas les parieurs qui sont là quand il y a la crise, ils sont tous partis. Donc la liquidité, les arguments ne tiennent pas la route. Alors, il faut se repencher sur la question, pourquoi les échanges, ces échanges de type de paris, etc., pourquoi ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne parce qu'il y a des tribunaux. Et parce qu'on peut trancher sur ce qui est à moi de ce qui est à vous. C'est-à-dire que quand on échange un titre contre de l'argent, il faut pouvoir trancher si on a un conflit. Il faut pouvoir aller voir un tribunal en disant il ne m'a pas payé, etc. Ou alors le titre n'est pas exactement le bon, celui que j'avais demandé. Et qui finance les tribunaux? C'est vous, les citoyens. Donc qui est-ce qui a un accès et qui peut dire je veux que les paris ne soient pas traités en justice? C'est nous. On peut le décider du jour au lendemain. Donc il faut bouter les paris hors des tribunaux, en affirmant par la loi que tout litige sur un produit financier qui sert de pari ne sera pas tranché en justice. Et ça, vous allez me dire, c'est utopique. Pas du tout en Grande-Bretagne. Le Gaming Act, il date de 1845 et il a rendu le contrat de pari sans valeur de contrat légal et par conséquent sans recours devant les tribunaux. C'est resté en vigueur jusqu'en 2005. Parce qu'on voulait justement que ces paris avec les CDS, sur la mort des États, etc., la mort des entreprises, puissent avoir accès à la justice. Donc il est temps de dire non, on ne veut plus que la justice
soit utilisé pour traiter ces litiges. Et vous verrez qu'une grande partie des paris vont disparaître, parce que s'il n'y a plus la justice pour faire la loi entre deux parieurs, en général, ça risque d'être des gens qui ne sont pas forcément toujours de bonne foi. Ils ne vont pas échanger des paris. Il y en aura beaucoup moins. Donc, voilà, il ne me reste plus grand-chose à vous... Il me reste beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit papier comme quoi il ne me reste plus de temps. Si vous voulez avoir d'autres informations sur d'autres possibilités, il y a 2 articles que j'ai écrits, un sur la création monétaire qui est un crime contre les peuples tel qu'il est fait actuellement, et puis vous avez les autres articles sur mon site internet. Moi je mets tout ce que je publie, je mets en accès à tout le monde sur mon site internet, vous tapez Denis Dupré, vous pouvez lire mes autres articles. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Merci.